Bonjour à tous et bonjour Mathias. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous et moi aujourd'hui pour cette session sur le Rent Channel. Rent, plus d'une décennie déjà de PropTech, de salons, de visiteurs, d'intervenants comme toi quasiment chaque année depuis de nombreuses années. Ça fait bien 6 ans, je pense qu'on se connaît. On a dû se croiser sur Rent à chaque fois, mais pas que, aussi dans d'autres salons et dans d'autres hubs type Station F, etc., dans le monde du capital risque qui est si petit. Euh, Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler des nouvelles stratégies d'investissement dans l'immobilier. Surtout avec ton dernier move, Mathias, qui a étonné plusieurs personnes et on est très gré et même très curieux d'en entendre plus sur ce projet. Euh, pour ma part, je me présente Thomas Bigagli, partenaire chez Plug and Play en Europe, Moyen-Orient, Afrique. Plug and Play, qu'est-ce que c'est? C'est un des VC les plus actifs dans le monde en nombre de deals, en nombre d'exits, avec plus de 35 licornes au compteur, mais aussi la plus grande plateforme d'open innovation où nous sommes prestataires de services pour des grandes entreprises et des institutions gouvernementales afin de pouvoir les aider à innover. À travers, encore une fois, cette sphère portée sur l'innovation et cette chaîne de valeur où tout le monde collabore autant, j'ai eu la chance de collaborer plusieurs fois avec toi, Mathias, et je suis plus qu'heureux de t'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Je te laisse te présenter peut-être pour les personnes de l'audience qui ne te connaissent pas, bien que je pense qu'il n'y en ait pas tant que ça. Merci pour ces bons mots. Je vais essayer d'être à la hauteur. Et j'espère que la surprise a été bonne, en tout cas sur ce move. Mais j'ai les mêmes bons mots pour toi. Donc, je m'appelle Mathias Flatin. Je suis venture capitaliste depuis un peu plus de 13 ans. Et notamment, j'ai eu la chance de travailler avec mon équipe précédente sur l'un des premiers fonds PropTech d'Europe, qui était le premier en France d'ailleurs, et de découvrir déjà un futur associé, qui est mon associé actuel, Thibaut Weston Smith, et une thématique qui n'était pas du tout adressée en Europe, qui consiste à financer les stratégies immobilières innovantes. Donc à être un investisseur immobilier destiné à ces stratégies que certaines PropTech inventent et qui ont du mal à se financer au début par manque de track record. Et donc c'est ça, Crayon Partners, qui est lancé depuis le mois de février dernier, 2024, et qui intervient en Europe de l'Ouest. Merci beaucoup Mathias. Bon, évidemment, j'ai préparé beaucoup de questions. J'espère qu'on aura le temps de toutes les couvrir. On a seulement 45 minutes et je pense qu'on pourrait parler plusieurs heures. Mais ma première est plus sur les tendances en règle générale. Bien que la PropTech ait été touchée, pas que, on voit toutes les industries qui sont touchées. On voit aussi une nouvelle sphère technologique avec la démocratisation de l'IA, etc. Et je voulais avoir un peu ton topo de ton côté. Donc ma première question est plus, quelles tendances spécifiques émergent pour toi dans la PropTech et comment Crayon Partners se positionne-t-il face à ces évolutions? On a la chance d'être, de mon point de vue, à la fin d'une première cohorte de la PropTech européenne, c'est-à-dire une cohorte qui a commencé vers 2017-2018, quand les Américains, qui eux avaient commencé vers 2015, expliquaient qu'il y avait matière à faire de l'innovation dans l'immobilier et la construction avec différents triggers, différents déclencheurs, normes environnementales, pression sur les marges, etc. Et finalement, on est avec cette crise qui a débuté en 2022 sur les taux d'intérêt à la fin de cette première cohorte. On a vu des très belles boîtes, des fleurons de la PropTech mourir. On en voit d'autres aussi qui sont très discrètes, mais qui se portent très très bien. On voit un redémarrage, par exemple, du turnover sur la location immobilière. On voit qu'il y a une reprise du marché qui fait que ceux qui ont survécu et qui ont passé cette vague sont en train de devenir les leaders de demain. Et donc, on a cet apprentissage. Et dans cet apprentissage, les tendances, je ne vais pas te faire le couplet de climate. Tout le monde fait du climate, tout le monde en parle, tout le monde se dit qu'il y a quelque chose à faire. On sait que l'immobilier européen et mondial est un gouffre énergétique. Il y a aussi une tendance un peu plus sur la forme, et qui est l'origine de Crayon Partners. C'est qu'en fait, il y a des startups de cette PropTech qui n'ont pas vocation à se financer en VC. Et dans ces tendances-là, c'est quelque chose qu'on a appris à la suite de cette première cohorte. L'immobilier, c'est des temps longs. Et l'innovation, malheureusement, c'est des temps courts. Et parfois, on n'arrive pas à matcher les deux. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des boîtes qui ont développé le bon produit sur le bon marché, mais qui peinent à trouver les clients. Aussi parce qu'en immobilier, à l'inverse du VC, le VC, on veut toujours être le premier. L'immobilier, on ne veut jamais être le premier à tester. Et donc, cette première cohorte, elle nous a aussi appris qu'il y avait des modèles qui avaient la chance de ne pas être compatibles forcément avec le modèle VC, puisqu'elles peuvent se développer, ces modèles-là, en déployant de l'immobilier sur leur stratégie innovante. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc moi, c'est la tendance qui m'intéresse le plus. C'est un peu subjectif en ce moment.
J'imagine. Mais positionnement très stratégique. Et je te souhaite tout le meilleur. Mais en tout cas, depuis février, d'après ce que tu m'as dit, ça a l'air de bien se lancer. Et donc, je suis plus que curieux de savoir comment tu vas avancer. Ma deuxième question était plus sur les opportunités d'investissement. Avec, on a vu plus de 10 milliards d'euros identifiés dans les opportunités de PropTech. Comment Crayon Partners évolue-t-il et priorise-t-il les investissements dans cet écosystème en règle générale? Donc, il y a peut-être quelque chose que je peux expliquer avant, c'est qu'il y a cette stratégie qu'on appelle OpCo, PropCo. Pour le cas typique, c'est une boîte de co-living qui fait du co-living. À un moment donné, elle a besoin d'acheter des actifs immobiliers et c'est là qu'elle se tourne vers des investisseurs immobiliers qui ne veulent pas être les premiers et qui, en général, ne les suivent pas. Et donc là, on est dans l'impasse parce qu'on peut avoir la meilleure équipe financée par des VC, surfinancée par des VC, mais on ne peut plus opérer son activité puisqu'on n'a pas d'immeuble sur lequel l'opérer. Donc c'est à ce moment-là que l'OpCo, la start-up, va structurer une PropCo, une foncière immobilière, qui elle va porter des murs avec des investisseurs, Crayon Partners, et les opérer avec un TRI très élevé sur cette stratégie qui est innovante. À partir de là, nous, on a fait cette étude en constatant sur le terrain, dans les boîtes dans lesquelles on investissait, Thibaut et moi, chacun de notre côté ou ensemble, on s'est demandé combien il y avait de startups qui étaient dans cette situation. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à analyser un peu plus de 300 startups en Europe de l'Ouest, uniquement en Europe de l'Ouest, qui ont ce besoin de trouver des investisseurs immobiliers sur des modèles qui touchent à la manière de vendre du résidentiel, à la manière de convertir des parkings en centres de loisirs, en centres logistiques. Il y a 300 startups et quand on chiffre à peu près, on sait que ces stratégies innovantes, elles permettraient de déployer à l'heure actuelle à peu près 10 milliards d'euros. C'est comme ça qu'on arrive à ce calcul. Derrière, il faut prioriser, il faut faire un job de VC, s'assurer qu'on est sur le bon marché, sur la bonne stratégie, avec le bon opérateur et dans le bon pays. Et ensuite, une fois qu'on est convaincu de ça, ben en fait, on va monter la première PropCo, la première foncière immobilière qu'on va financer avec nos partenaires et commencer à déployer de l'argent et permettre à la startup de grossir. Et de grossir par son chiffre d'affaires finalement, plus qu'en levant des fonds à l'extérieur. Donc c'est un modèle aussi qui permet de prendre le temps dans l'histoire entrepreneuriale et de ne pas être trop intrusif dans la gouvernance de la start-up en elle-même, mais de la financer par son chiffre d'affaires et par l'argent qu'elle déploie en immobilier. Et dans le PropCo, OpCo, quels seraient selon toi les avantages concurrentiels? Les avantages les plus compétitifs au-delà de tout ce que tu viens de mentionner? Sur les modèles OpCo-PropCo, ce qu'il faut arriver à faire, c'est utiliser toutes ces PropTech qu'on a autour de nous. Parce qu'en fait, les solutions existent pour opérer de l'immobilier de manière efficiente, sur le plan énergétique, sur le plan simplement générer plus de marge, bien opérer des immeubles. On a fait des premières études sur des immeubles de bureaux complets et on s'est aperçu qu'on pouvait faire bondir le rendement de 200, 300 points de base sur des immeubles de bureaux classiques, simplement en ayant la bonne hygiène technologique, c'est-à-dire d'aller chercher les bonnes startups, d'être prêt à les tester, mais de savoir les qualifier du coup. À partir de là, ces boîtes-là, elles savent opérer, en général, c'est dans leur ADN, ces startups OpCo-PropCo, de l'immobilier de manière très efficiente. Et là, déjà, on gagne des points de marge par rapport aux classes d'actifs traditionnelles, le rési, le bureau. Et ça, c'est l'avantage le plus important, j'allais dire. Après, il y a des modèles financiers derrière, mais il suffit simplement d'utiliser les outils qui sont là autour de nous dans le salon Rent, de bien les utiliser. Et avec ça, déjà, on est au-dessus du marché. Donc ce n'est pas une approche qui est technologique pour le plaisir de faire de la technologie. La tech pour la tech, on y croit un petit peu moins. Mais par contre, utiliser les outils et le bon sens qui sont autour de nous et être les premiers à les tester, c'est un peu ça qui crée ces barrières à l'entrée pour ces startups OpCo-PropCo. J'imagine couvrir un maximum de la chaîne de valeur. Est-ce que tu penses que, à travers l'écosystème actuel, toute la chaîne de valeur a été plus ou moins couverte, ou tu penses qu'il y a certains manques dans cette chaîne, des maillons manquants qui pourraient te permettre ou vous permettre à date de tout couvrir et d'amener, grâce à votre portefeuille, une solution vraiment horizontale à l'immobilier? Mais dans la tech, c'est sûr qu'on doit être, c'est notre objectif, les premiers à tester ces technologies. Donc à partir de là, on doit être capable de bâtir les meilleures chaînes de valeur technologiques pour reconstituer le bon outil de sourcing avec le bon outil de rotation des matériaux, le bon outil de gestion de projet et le bon outil de gestion énergétique, d'optimisation énergétique de l'immeuble. Donc on fait un peu office de testeur sur nos actifs et on le fait bien volontiers. On continue d'avoir un deal flow de VC
d'aller chercher toutes ces startups, mais en leur disant, bah, nous, désolé, on ne va pas investir chez vous. Par contre, on va vous amener potentiellement un parc immobilier, une certaine taille, qui va être votre terrain de jeu au bénéfice de nos investisseurs immobiliers et aussi de votre croissance, parce qu'on va devenir votre référence. Très intéressant comme positionnement. Une autre question que j'avais était plus sur les défis de liquidité. Comment vous voyez naviguer dans la crise actuelle de liquidité et quelles solutions vous envisagerez comme clé pour la croissance future? Un peu tricky comme question. Oui. On va parler de macroéconomie, si tu le permets. Non, en fait, c'est très simple. La crise de liquidité, il y a de la dette. Il y a de la dette partout et il y a plein de fonds de dette qui se sont levés parce que la dette rapportant maintenant de l'argent, on n'a pas besoin, on n'a pas de problème pour trouver de la dette. Et les petits opérateurs émergents avec lesquels on travaille en Europe, les futurs grands opérateurs, trouvent des lignes de dette qui sont sur de très bonnes conditions. Parce qu'en face, on a des banquiers qui valorisent le fait qu'on ait un impact sociétal, qu'on vienne aider l'accès au logement, qu'on vienne aider la rénovation énergétique, avec des taux qui sont préférentiels souvent. L'enjeu de la liquidité, il est sur l'equity. Pour acheter des actifs, j'ai du levier, mais il me faut de l'equity à la base, et c'est ça qui manque. Donc c'est ça que nous, on est en train de créer. C'est ça qu'on est en train de monter avec ce premier fonds qui est au Luxembourg et qui sera constitué d'ici quelques jours. Là. On est en plein dans la partie amusante du legal au Luxembourg. C'est résoudre cette crise de liquidité en apportant l'equity qui manque. Et pour ça, c'est simple, il faut apporter la confiance. Les investisseurs, dans une crise comme la crise actuelle, les taux sont élevés, donc il leur faut du TRI élevé. Mais il ne leur faut pas du TRI en prenant un risque de développement sur un immeuble assez complexe. Il faut leur apporter des modèles nouveaux. Et ces modèles nouveaux, bah, c'est ça qu'on va adresser. Très clair. Et j'espère que tout l'aspect légal de ton véhicule se déroulera comme tu veux. Et bonne chance avec ces derniers jours. Une autre question que j'avais était sur l'attraction des investisseurs instits. Quelle stratégie serait pour toi la plus efficace pour aider les opérateurs émergents à construire donc, ce portefeuille capable d'attirer des investisseurs institutionnels en règle générale? Ce qu'il faut créer entre les deux, comme je disais, c'est de la confiance. Typiquement, le start-upper ne parle pas assez le langage de l'investisseur institutionnel. Il lui fait peur, c'est une start-up. Dans 18 mois, elle aura peut-être plus de cash. Je suis investisseur institutionnel, je n'ai pas l'habitude de travailler avec des startups. Donc comment je crée c'est à double sens. On se positionne au milieu avec notre double ADN, déjà multiculturel, on est une équipe franco-britannique, c'est ce qui est assez différenciant déjà à la base, mais aussi parce qu'il y a un VC et un investisseur immobilier. Plutôt anglo-saxon d'ailleurs, donc assez porté sur les méthodes institutionnelles, grande ampleur. J'ai la chance d'être associé avec quelqu'un qui a monté un deal à plus d'1 milliard d'euros dans cette stratégie OpCo-PropCo, dans une stratégie un peu innovante notamment, qui s'appelle le co-living. Donc à partir de là, une fois qu'on a créé cette confiance entre l'investisseur institutionnel et le start-upper, bah, nous on se positionne au milieu pour monter ce fonds. Et on voit que monter ce fonds, c'est une barrière à l'entrée aussi. C'est-à-dire que c'est sur notre CV qu'on a réussi à attirer nos partenaires au Luxembourg, qui d'habitude prennent des partenaires sur des tailles de fonds 10 fois plus élevées, parce qu'on a cet ADN d'investisseur. Donc on se positionne au milieu et on va travailler avec la start-up, on va siéger à son board, ce qui est assez intrusif pour quelqu'un qui n'est pas investisseur, mais finalement, ça nous permet d'assurer notre investisseur institutionnel que tout se passe bien dans la start-up et que les capitaux qu'on déploie sur l'immobilier, ils sont déployés avec le bon partenaire, un partenaire qui a du cash, qui exécute correctement, qui a une stratégie, une vision de long terme. Et ça, c'est quelque chose que les investisseurs immobiliers institutionnels ne font pas forcément. Cet ADN de suivre de très près la start-up, d'être un peu investi dans sa gouvernance. Et il n'y a que comme ça qu'on peut créer cette confiance. Confiance, expertise, agir aussi comme facilitateur, être au milieu de cette pseudo-chaîne de valeur. Et sur la durabilité dont tu as déjà parlé auparavant, comment vous positionnez-vous sur tous ces aspects et ces critères d'investissement? Est-ce qu'il y a des indicateurs environnementaux capables d'attirer aussi des investisseurs? Et est-ce qu'ils seront privilégiés dans l'évaluation des propriétés, par exemple? Une crise, c'est aussi une opportunité de
développer de nouveaux modèles, puisque c'est un peu la fin d'un ancien monde en général et le début d'un nouveau monde. J'ai eu la chance de commencer ma carrière dans un contexte juste après les subprimes, où on a vu l'essor de l'économie collaborative. Finalement, puisque tout est cher, puisqu'on ne nous prête plus, Partageons. voilà, partageons. Quel intérêt finalement à posséder soi-même. Et l'économie collaborative est arrivée avec toutes les licornes qu'on connaît et qu'on a eu la chance d'accompagner parfois. Bah là, c'est un petit peu la même chose, mais c'est finalement une espèce de renouveau ESG. On a cette addition de facteurs, les taux, les prix de l'immobilier, les normes environnementales. On parle aussi tous de climat, mais il ne faut pas oublier que dans ESG, il y a aussi le S. Et sans parler du G, mais il y a très Bien peu vrai. de sujets en S. Et c'est ce genre de sujet que nous, on adresse avec notre premier fonds. Donc en fait, l'ESG est partout. Donc, notre premier fonds sera au sens SFDR, réglementation européenne sur le développement durable, qualifié d'article 8, donc avec une grosse composante ESG. Et en complément, un suivi de l'impact qu'on génère. En l'occurrence, ce fonds s'adresse à l'accession à la propriété. Donc l'enjeu pour nous, c'est de s'assurer qu'on ne vient pas juste acheter des appartements qu'on revend sous une stratégie de leasing qu'on appelle rent to own. Non, on va aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'on est sûr qu'on a aidé des gens à accéder à la propriété? Est-ce qu'on est sûr que ces gens n'auraient pas pu accéder à la propriété par ailleurs? Est-ce qu'on les aide aussi à gagner des classes d'actifs énergétiques, des classes énergétiques par rapport au logement qu'ils occupaient avant et qui était souvent une passoire thermique? Voilà. Donc c'est le cœur de tous les nouveaux modèles qu'on regarde. En général, ils apparaissent avec ces contraintes dans le monde actuel, qui sont que c'est très dur de devenir propriétaire, qu'il y a des parkings sous nos pieds dans les grandes villes qui ne servent plus à rien ou plus à grand-chose, qui bientôt ne serviront plus à rien. C'est une surface foncière incroyable. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est toutes ces stratégies-là qu'on regarde. Elles ont toujours cette composante ESG. Mais c'est vrai que tu as totalement raison. Optimiser et maximiser les utilisations d'infra sous-exploitées est très lié à la durabilité, in fine. Mais j'ai l'impression qu'avec Ryan Partners, vous mettez quand même la durabilité comme une vraie priorité. Et encore une fois, de A à Z, si j'ai bien compris. C'est un prérequis, puisque finalement, malheureusement, là où il y a un problème, il y a un marché. C'est ce qu'on t'apprend quand tu commences, tu vois tous les pitchs de start-up, il y a le problème, la solution. Et les problèmes aujourd'hui, ils sont environnementaux, ils sont sociaux, ils sont aussi dans la vie en communauté. Et c'est pour ça que l'accès à la propriété nous a passionnés. Parce que finalement, un quartier de propriétaires, c'est quantifié, ça a été démontré avec les statistiques. C'est un quartier dans lequel on vit mieux. Tout simplement parce qu'on fait attention à bien s'entendre avec ses voisins, on ne dégrade pas l'immeuble quand on déménage tous les 18 mois, les enfants restent à l'école plus longtemps, ont une vraie vie de quartier avec les commerçants. Donc c'est à tout ça qu'on va s'intéresser et je pense que sur nos fonds 2 et 3, sur lesquels on est en train de travailler à l'heure actuelle, donc là on parle de crayon jaune, et derrière on travaille sur crayon bleu et crayon rouge. Voilà, on a un marketing qui est assez enfantin, assez Sur les basique. couleurs, et quelle est la signification de chaque couleur? On va Il y en a chercher une, dans les codes de couleurs en fait, le jaune, le bleu pour le social, et puis surtout on s'amuse avec les couleurs primaires pour commencer, ça nous fait déjà de quoi faire trois beaux fonds. Et puis derrière, on ira chercher les autres couleurs un peu Il y complémentaires. a une sacrée palette, hein. Je te le souhaite. Une grosse palette. Super. Et peut-être sur la gestion des risques maintenant. Sur la durabilité, c'est bien, mais face à la volatilité du marché, quelles sont les principales stratégies de gestion de risque que vous déployez afin de protéger un maximum vos investissements? Ouais, le gros risque, en fait, que tout le monde veut anticiper, c'est le risque de liquidité. Si je prends un parking, que je casse tout et que je fais un centre de logistique et que ça ne marche pas, que devient mon parking? J'ai plus du tout la même surface, j'ai décloisonné pour faire rentrer des 35 tonnes. Que devient mon parking? Si je prends un bel haussmannien et que je mets des cloisons partout dans les moulures pour faire une petite salle de bain partout en co-living, que devient mon actif? Donc on fait très très attention à la réversibilité pour être sûr que dans le meilleur des cas, on va générer ces beaux rendements avec cette stratégie innovante. Mais dans le pire des cas, on a un actif qui a une valeur, qu'on a acheté dans un contexte de marché aujourd'hui qui est parfait. Il y a des stocks chez les promoteurs, ça permet de proposer des belles décotes. Il y a un manque de rotation des actifs, donc ça nous permet, quand on arrive avec notre equity, d'être assez puissant en termes de négociation. Mais par contre, toujours garder le plan B de qu'est-ce que peut devenir notre actif si finalement on se rend compte que ce modèle n'est pas intéressant, et de retomber sur un scénario de rendement de classe d'actifs traditionnelle, mais qu'on a déjà acheté pas très cher dans le contexte de marché actuel. Donc potentiellement une belle opération. On a aussi la capacité à démultiplier le nombre d'opérateurs avec lesquels on travaille.
toutes ces startups, il y en a dans chaque pays 3 ou 4 sur chaque thématique qu'on a rencontrées, qu'on a analysées. Donc on sait qu'à un moment donné aussi, si on a un opérateur qui est saturé par les capitaux qu'on apporte, on peut en déployer avec un autre qu'on aura trouvé, qu'on aura identifié, dans lequel on aura confiance et qui nous permettra de toujours plus faire grossir cette nouvelle classe d'actifs. De pouvoir les solliciter au fur et à mesure. Et votre expansion géographique à la base donc, se situera où vous êtes situé, c'est-à-dire le Royaume-Uni et la France, ou pas forcément vous comptez conquérir l'Europe directement? La stratégie. Directement. Non, on est un peu plus prudent que sur nos projets précédents. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir un espèce de patchwork de réglementation, de culture relative à l'immobilier. Et c'est ce qu'on a en Europe de l'Ouest. En fait, avec 4 pays, on a une variété de volatilité des marchés, de sensibilité au taux, de taux variables ou taux fixes. Donc on a retenu l'Allemagne, l'Espagne, et puis la France et le Royaume-Uni. Et c'est là qu'on regarde nos premières opportunités, nos premiers deals. En Allemagne, il y a énormément de choses autour de l'énergie, du stockage d'énergie renouvelable, des nouveaux modes de production d'énergie renouvelable. En France et au Royaume-Uni, il y a beaucoup de résidentiel et du bureau. Et puis il y a un marché espagnol qui est assez atypique, mais tout aussi intéressant, avec de la volatilité, avec un besoin de construction très important. Et avec ça, une fois qu'on a trouvé une stratégie qui nous plaît, et en fait, on fait ce travail de VC d'aller voir tous les marchés, d'aller voir tous les opérateurs sur ce marché, et on s'assure de travailler avec le monde, de créer une relation durable, et de venir les aider, comme on dit, à sortir de l'eau. C'est-à-dire de leur faire ce premier track record qu'il leur manque pour aller attirer des investisseurs institutionnels. Donc de monter ce track record on va dire, de 50 à 100 millions d'euros d'immobilier déployé, qui démontre que le projet n'est pas qu'un projet, qu'il y a un portefeuille qui tourne et que ce portefeuille génère le TRI qu'on attendait. Et peut-être pour en dire un peu plus sur la timeline typique et la taille des projets en règle générale à l'audience, donc est-ce que tu penses faire généralement des projets qui te prendront moins de temps que l'écosystème grâce à ton expertise et encore une fois le fait d'être un peu au milieu de cette chaîne de valeur, et quelle serait, selon toi, serait la taille, je dirais, ou du moins l'échelle de ces différents projets pour les 2-3 premières années, par exemple? Mais ce projet, c'est un constat de terrain. Donc on sait que, honnêtement, sans Crayon Partners ou sans des futurs concurrents de Crayon Partners, j'imagine, ça prend des années. Et là, on sait qu'en plusieurs années, une startup est morte. Elle a brûlé tout son argent levé avec les VC. On en a nous-mêmes accompagné avec mon associé des startups de ce genre qui étaient dans une stratégie OpCo-PropCo et qui avaient beau lever en VC, ne trouvaient pas de capitaux immobiliers à déployer. Et moi-même, j'ai passé une trentaine de coups de fil au début en me disant mais c'est pas possible, l'argent à risque, c'est l'argent des VC, c'est l'argent qu'on brûle, l'argent de l'immobilier, dans le pire des cas, tu as des actifs. Mais ça marchait pas. Donc je dirais même que c'est pas compenser une perte de temps par un modèle nouveau, c'est compenser des histoires de start-up qui doivent liquider parce qu'elles n'ont pas réussi à obtenir ces capitaux immobiliers. Parce que leur track record de 1, 2, 3, 5 actifs ne suffisait pas pour qu'il y ait un investisseur immobilier sérieux, de grande ampleur, qui leur déploie 50, 100 millions derrière. Nous, on vient faire cette étape intermédiaire. Non, super intéressant. Et on a déjà parlé de l'expansion géographique, mais peut-être plus sur ta tech à proprement parler. Comment Crayon Partners évalue-t-il la valeur des nouvelles solutions technologiques? Et quels outils pour toi émergent dans la PropTech qui seraient particulièrement attractifs? Nous, on va regarder tous les outils d'efficience. Alors déjà, tech, on est d'accord. Efficience au sens large. Efficience de la gestion et de l'opération, de la commercialisation des actifs immobiliers. Donc on parle de tech, mais on est d'accord qu'en dehors de la deep tech, le reste, c'est du digital intelligent, on va dire. Bien sûr. Ouais. Mais on va utiliser ces outils, on va les tester, et notre enjeu surtout, et c'est là qu'il y a beaucoup de travail, c'est de les faire travailler entre eux. S'assurer qu'il y a des API, s'assurer que le maillon qu'on a mis au milieu d'autres maillons va tenir le coup, que c'est une boîte fiable. Mais l'enjeu, c'est de reconstituer toute cette chaîne de valeur pour sourcer de manière digitale, pour acheter de manière aussi digitalisée que possible, et surtout pour faire le property management des actifs qu'on a acquis de manière efficiente
et aller gagner des points de marge un peu partout, méthodiquement, sur l'investissement dans des systèmes de production d'énergie, sur une rénovation qui fait que risque de liquidité, on s'assure qu'à la fin, on a un bel actif, dans tous les cas, qui est bien au goût du jour, au goût des normes environnementales. Et donc c'est là qu'on va aller employer la tech. Et derrière, les opérateurs avec lesquels on travaille, ils font un peu la même chose. Ils utilisent de l'open banking quand ils travaillent avec des particuliers et qu'ils ont besoin de qualifier les profils de particuliers, donc de manière un peu scalable, avec un petit peu d'IA, tous les acronymes qui vont bien. Ils utilisent le digital pour sourcer leurs actifs. Il y a de très belles plateformes de data sur lesquelles nous on joue, notamment sur le Royaume-Uni en ce moment, pour identifier des actifs, pour identifier l'impact potentiel qu'on va générer. Quelle est la classe d'actifs, la classe énergétique de ces actifs dans le quartier où on veut acheter? Est-ce qu'on vient vraiment changer les choses si on a une stratégie de rénovation énergétique? Donc ces outils, en fait, à la fin, la tech, ça doit simplement être un outil à mettre au service de ces actifs immobiliers. Et c'est peut-être ça que sur cette première cohorte de PropTech, on a peut-être un petit peu tous oublié. C'est le fond du problème. C'est de ne pas faire de la tech pour la tech, mais c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui s'intègre dans la chaîne de valeur immobilière actuelle, pour pas trop perturber les acteurs en place, pas nécessiter de changement de méthode profond, de conduite de changement, mais qui viennent apporter ces points de marge en plus de manière hyper pragmatique et démontrée quand même, parce que sinon tu ne deviens pas client d'une solution qui n'a rien démontré. Et c'est la tech comme un outil finalement. Et encore une fois, tu te positionnes aussi bien expert du côté real estate que expert du côté technologique, et tu sauras trouver les pépites qui pourront supporter tous ces acteurs immobiliers sur cette chaîne de valeur et les aider à gagner des points, aussi bien ou générer plus de revenus ou économiser par exemple sur tous ces soucis énergétiques. C'est un sacré pari que vous menez. Est-ce que vous avez estimé par projet, en règle générale, combien d'acteurs technologiques vous pourriez avoir besoin pour un projet, par exemple? J'imagine que sur toute cette chaîne de valeur, un projet, tu auras besoin, pour tout couvrir, suivant aussi le TRL des startups avec lesquelles tu as envie de travailler, mais il te faudra au moins entre 3 et 7 partenaires, si je ne m'abuse. Oui, je pense qu'on est même à beaucoup plus sur la gestion de nos actifs. Tu m'as posé la question tout à l'heure. En gros, nous, notre objectif, c'est de déployer entre 50 et 100 millions d'euros par opérateur. Ça ne se fait pas en un jour. L'opérateur, en général, quand on arrive, c'est une équipe de 10 personnes, ils ne sont pas du tout en capacité de déployer ça. C'est finalement le déploiement des premiers actifs qui va générer du chiffre d'affaires chez eux, qui va leur permettre de se déployer. Donc, on va déployer ces 50 ou ces 100 millions d'euros et ça veut dire que pour les partenaires technologiques, c'est tout de suite un très beau portefeuille qui s'ouvre, qui va être un portefeuille un peu laboratoire, dans lequel nous, on va être l'arbitre de est-ce qu'on est dans un laboratoire sérieux ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui tourne mal, et on va faire le tri entre les solutions pour rendre nos actifs toujours plus efficients. Donc, il y a un enjeu à avoir des startups, là je parle des partenaires tech, qui sont quand même un peu financés, qui ont quand même une vision, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas cracher en 12 mois, qu'on va pouvoir raisonnablement brancher sur nos actifs immobiliers pour s'assurer que ça tourne. Et derrière, l'opérateur avec lequel on travaille, qui a cette stratégie innovante, est un petit peu notre relais. On lui pousse des solutions en lui disant tiens, je pense que là, on peut gagner des points de marge sur nos actifs. Est-ce que tu es prêt à le tester dans tes process? Et puis ensuite, il dit oui ou non. On travaille ensemble là-dessus. On fait l'épreuve de ces stratégies tech ensemble. Mais est-ce que dans le projet, j'imagine que la plupart du temps, tu auras déjà une idée bien précise de toutes les solutions technologiques que tu aimerais apporter? Est-ce que quand tu présentes ce projet, très similaire à un appel d'offres, tu te dis que tu as envie de changer ce bien IMO en tel autre bien IMO et de pouvoir l'optimiser, de maximiser sa valeur, son efficacité, etc. grâce à plusieurs solutions technologiques. Est-ce que parfois il n'y a pas des conflits d'intérêts? Potentiellement, il a déjà des partenaires sur une des briques de la chaîne de valeur. Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver, ou au contraire, ces derniers n'ont jamais avancé, c'est toi cette brique que tu leur apportes et cette expertise, encore une fois? Les opérateurs immobiliers avec lesquels on travaille, ils ont acheté entre 1 et 20 actifs. Ils l'ont fait avec de la dette, avec des business angels qui leur ont dit je t'apporte l'equity, et qui très vite trouvent leurs limites. Non, je ne peux pas t'apporter 30 millions d'euros, c'est plus du tout à moi, va voir des instituts. À ce moment-là, ils vont voir les institutionnels et ça bloque parce qu'il y a une différence de culture et il manque ce track record de
30 à 50 millions d'euros qui fait que l'institutionnel se dit j'ai quelqu'un de sérieux en face. Donc c'est à ce niveau-là que ça va se jouer en fait. Vous allez vous positionner. Ok, très Et il n'y clair. a pas de conflit par rapport à ça parce que malheureusement ou heureusement pour Crayon Partners, on est les seuls à faire ça en Europe pour le moment. On a 2 comparables américains avec lesquels on est très copains. On fait des publications ensemble qui s'appellent Alpaca et Cherry Loan, qui font la même chose, qui ont le même niveau de maturité que nous. Et le truc drôle, c'est qu'on s'est rendu compte en discutant qu'on était tous les deux sur la même stratégie, mais eux aux États-Unis et nous en Europe. C'est-à-dire que la stratégie nouvelle, la stratégie innovante immobilière qu'on a choisie est la même pour les deux. Donc on a chacun choisi un opérateur partenaire et on est en train de déployer ça pour l'un aux US et pour l'autre en Angleterre. Bravo, mais c'est marrant qu'il soit au niveau de maturité, il soit à peu près au même niveau que vous. Ça sera peut-être une course. À voir si on peut avancer plus vite que les États-Unis. En fait, tu parles d'investir en immobilier aux États-Unis. Je pense qu'avant qu'on les voit débarquer en Europe, ils auront fait un gros bout de chemin, et nous aussi. Avec notre patchwork de marchés très différents, on a de quoi déjà déployer des milliards chacun de notre côté. On parlait des 10 milliards d'opportunités. Quand on chiffre les 3 premières opportunités sur lesquelles nous on sait qu'en 4 ans, on peut déjà avoir déployé 2 milliards assez facilement, en fait, avec la croissance de ces 3 verticales. Il y a assez de place pour avoir une multitude d'acteurs. Il y a à manger pour tout le monde et c'est pour ça qu'on se parle, qu'on partage un peu nos joies et nos tristesses de lancer cette nouvelle stratégie OpCo-PropCo Early Stage, chacun dans sa région du monde. Et je pense que votre portefeuille de projets comparé au marché américain sera par essence assez différent. J'imagine chaque marché a ses complexités et je dirais que l'Europe de l'Ouest en règle générale reste assez similaire, du moins pour les pays latins. Peut-être que si tu vas au Royaume-Uni, il est un tout petit peu différent, mais en règle générale, il reste assez similaire comparé à celui américain. C'est des cultures très différentes. Et c'est pour ça d'ailleurs que les investisseurs américains avec lesquels on discute, ils ont souvent regardé l'Europe d'ailleurs sous l'angle du VC PropTech en se disant est-ce que j'investis dans un fonds de VC européen? Et puis ils n'ont pas envie forcément de prendre le risque de perdre toute leur mise. Donc l'approche où on leur dit vous allez investir en IMO, c'est ce que vous savez faire, mais par contre on va continuer d'analyser les outils technologiques qui peuvent être utiles à nos actifs immobiliers. Donc vous allez avoir cette vision de quelles sont les innovations tech, de la PropTech européenne, ça les intéresse beaucoup. Le problème qu'ils ont, c'est qu'en général ils ont trop d'argent, donc en fait ils ne savent pas déployer moins de 50 millions d'euros. Donc là il faut que nous on soit au niveau pour trouver les opportunités suffisamment profondes pour les attirer. Et c'est ce qu'on a fait sur ces premières stratégies sur lesquelles on travaille actuellement. Super intéressant, Mathias. Peut-être je t'ai déjà posé pas mal de questions. Une autre serait, tu me parlais de tes projets en cours, ou du moins ceux sur lesquels tu es en phase d'idéation. Est-ce que tu en aurais à partager afin d'illustrer ce sur quoi tu travailles en ce moment? Je pense que ça serait intéressant pour tout le monde, pour qu'ils puissent se situer un peu plus sur ta vision. Oui. Donc on a 2 projets très avancés. Malheureusement, je ne pourrais pas vous parler du deuxième, mais je peux vous dire qu'il est plutôt sur l'hospitality. Le premier, c'est simplement faciliter l'accession à la propriété avec un modèle qui est innovant, qui est pas nouveau, qu'on connaît culturellement, qui est cette stratégie de leasing immobilier. On a trouvé plusieurs opérateurs en Europe avec lesquels on a envie de travailler. On a ce premier track record qui a été fait par eux. Et ce besoin de maintenant trouver des investisseurs immobiliers. Donc ça va être le rôle de Crayon Partners. Là, on est plutôt sur du résidentiel. On regarde des sujets dans la santé, dans les énergies renouvelables. On regarde des sujets dans la logistique aussi, que ce soit les entrepôts, mais aussi que ce soit les parkings, le repositionnement de parking. Et d'une manière générale, on cible des stratégies sur des actifs qui sont un peu undervalued, qui sont un petit peu sous-évalués, des fonds de cours dans les grandes villes, dont on va pouvoir faire plein de choses hyper intéressantes avec des rendements très élevés, bien mieux que le fonds d'une salle de restaurant ou une salle de boîte de nuit. On cherche comme ça ces anomalies de marché, et l'intérêt c'est que dans le contexte actuel de marché, il y en a énormément, puisqu'il y a des actifs qui sont en vente déjà depuis 2 ans, et un bon repositionnement avec un opérateur efficient grâce à la tech, on le disait, mais grâce aussi à du bon sens et à une stratégie nouvelle qui attire des clients, qui peut-être crée plus de rendement. Ça permet d'acheter ces actifs sur une bonne valeur et de les exploiter de manière très profitable sur le plan financier et sur le plan extra-financier, encore une fois, en faisant attention
à l'impact, en faisant attention aux causes qu'on adresse sur le plan sociétal. Ton projet, sur quel segment il se situerait? Celui dont tu peux parler? Il est sur le résidentiel. Il est sur le résidentiel. Et le deuxième, sur l'hospitalité, Il est sur c'est ce que tu l'hospitalité. disais. Ouais, et on Et regarde aussi. ils sont en France, les deux? Ils sont un peu partout en Europe. Ils sont un Parce peu que partout en Europe. l'intérêt qu'on a, c'est qu'on n'est pas obligé de travailler uniquement dans un pays, en fait. Notre but, c'est de trouver à chaque fois le meilleur opérateur pour déployer des capitaux, voir comment ça bouge. Et si on a plusieurs marchés sur lesquels on est convaincu, on part sur plusieurs marchés à la fois. On reste un fonds d'investissement qui cherche des partenaires opérateurs pour déployer ces fonds immobiliers. Super. Et peut-être pour finir, ta vision à un long terme de Crayon Partners, qu'on a parlé, encore une fois, tu es dans tout ce qui est statut juridique en ce moment, et en phase d'idéation, et tu commences déjà à travailler sur des projets bien concrets. Comment tu vois Crayon Partners évoluer au fur et à mesure avec ce que tu sais du marché actuel et ce que tu penses pourrait arriver dans le futur? Écoute, quand on voit la profondeur potentielle des stratégies qu'on adresse, on se dit que si ça se trouve, Crayon Partners, ce sera que crayon jaune pendant 20 ans, en fait. Tu vois, on parle d'une stratégie immobilière qui est tellement profonde, sur laquelle on est potentiellement parmi les premiers, que peut-être qu'il n'y aura qu'un crayon jaune, que du crayon jaune toute notre vie. Après, nous, on a envie de faire autre chose. C'est pour ça qu'il y a du crayon bleu sur d'autres stratégies, du crayon rouge. Mais à la fin, on parle de classes d'actifs immobilières dans lesquelles, quand tu déploies 1 milliard, c'est tout petit, en fait. À l'échelle des actifs que tu as achetés, ça te fait quelques immeubles, en fait. Et donc, notre vision, c'est surtout de se dire qu'on veut des rampes de lancement comme ça, être les premiers sur des stratégies, sur des bonnes stratégies, avec des partenaires qui sont intéressés de tester ces stratégies et de les accompagner sur le long terme pour en faire une nouvelle classe d'actifs dans leur portefeuille. Et avec ça, on peut se retrouver avec 2-3 rampes de lancement qui elles-mêmes génèrent des générations de fonds successives qui vont être sur des thématiques dans lesquelles nous, on sera l'expert reconnu en Europe. En tout cas, c'est la vision. Et maintenant, on commence avec ces premières stratégies et il n'y a plus qu'à. Canon. Est-ce que ça te manque le VC? Après, bon, bien que tu restes, tu gardes un pied dedans, je dirais, puisque tu as toujours accès à cet écosystème et tu vas travailler de manière très étroite avec tous ces différents acteurs technologiques. Mais est-ce que le modèle du capital risque à proprement parler te manque? Et est-ce que, en plus de ça, comment tu as eu l'idée de monter Crayon Partners avec ton associé et de quel constat tu es parti? Peut-être pour, je dirais, partager le contexte actuel et à toute l'audience qui est devant nous aujourd'hui. Le VC, j'ai adoré faire du VC pendant 13 ans. Je me suis éclaté, j'ai vu des histoires entrepreneuriales dingues avec des petits jeunes, plus jeunes que moi, même quand j'étais stagiaire, qui derrière vendent une boîte extrêmement chère ou en font une licorne. J'ai eu la chance de vivre cette période où je suis arrivé avant l'ère à paillettes. Mais je crois que l'ère à paillettes, il y a eu du bon et du mauvais. Il y a eu un essor de ce marché en Europe et c'est génial. Mais il y a eu aussi eu un paquet de boîtes qui ont été surfinancées à tort parce que abondance de capitaux dans le VC, etc. Et ça, c'est la partie que je suis content d'avoir quittée. Maintenant, le VC, c'est quelque chose qui est essentiel pour toutes les raisons qu'on connaît. Toutes ces startups-là, à un moment donné, elles ne peuvent pas générer du chiffre d'affaires dès le jour zéro, donc elles ont besoin d'investisseurs qui les accompagnent. Et je pense que cette petite crise, un peu la fin de l'ère des paillettes de 2022, elle fait aussi que ça va faire que les investisseurs qui restent dans ce monde-là, ce sera ceux qui ont réussi à traverser la tempête. Donc il va y avoir un tri dans les VL de fonds, dans les valeurs de fonds, dans les équipes de gestion. Il y a eu déjà des mercatos. Et je pense que ça va aider à faire, encore une fois, la même métaphore, une nouvelle cohorte de VC qui sera quand même toujours sous stéroïdes parce qu'il y a toute cette histoire de beaucoup de capitaux, beaucoup de deals qui ont été faits, mais avec des gens, j'espère, qui auront appris que c'est très bien d'avoir des très beaux diplômes d'ingénieur et d'avoir fait une tech, mais regarde déjà dans les autres pays, tu as peut-être des concurrents qui ont fait la même tech. Et puis, est-ce que vraiment, si ta valo, c'est 20 millions jour zéro, est-ce qu'on va vraiment aller chercher les 100 millions à la fin? Je pense que ce n'est pas le cas sur toutes les boîtes. Et ça, tout le monde l'a réalisé depuis 2 ans, et je trouve ça très bien. Parce qu'avant, dans le VC, quand tu rentrais pas trop dans ces jeux, finalement, tu passais un peu pour celui qui avait rien compris, quoi. Donc je suis content qu'il y ait, un peu ce moment où on souffle dans le VC
où on fait le tri sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, notoirement, en mettant de côté les paillettes. Et donc du coup, oui, le VC va me manquer, mais je suis parti pour de bon. Je suis parti pour une aventure avec un associé pour lequel j'ai énormément d'estime professionnelle et personnelle, et pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait en Europe. Donc cette aventure, maintenant, c'est mon aventure de start-up, mon aventure entrepreneuriale. Je suis hyper excité chaque matin depuis qu'on a lancé cette boîte et de voir tous les progrès qu'on fait et tout le potentiel que ça a, si tu veux. Non, c'est super. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, Mathias, de vivre le monde du VC pré-Covid, pendant Covid, post-Covid. On a pu voir beaucoup de choses. C'est vrai que la bulle post-2022 nous a permis de réaliser que les valorisations, c'est bien, mais des modèles économiques sains sont aussi préférables. Je pense que la crise du Covid était une bulle gérée horizontale dans toute industrie. Elle s'est calmée, mais on la voit dans d'autres industries, si tu vois ce que je veux dire, moins des verticales, plus des horizontales de nos jours, comme l'IA ou la durabilité. Et toi, en plus, tu as la chance d'avoir une vision très internationale. Donc, j'aimerais beaucoup avoir accès à tes datas pour justement avoir ces post-mortem et comprendre ce qui a marché et ce qui n'a pas marché dans chaque pays. Pourquoi ? Parce que le Big Fish in a Little Pond, c'est quand même un syndrome qu'on voit beaucoup dans le monde de la startup et qui est dommage parce que tu as des boîtes qui avaient du potentiel mais qui ont levé trop et qui finalement se piègent là-dedans. Donc, aujourd'hui, ça fait du bien d'entendre il faut un EBITDA positif, il ne faut pas trop lever, il faut une valo qui soit atteignable à la sortie pour que tout le monde soit content. Et voilà, on va voir ce que donne maintenant cette nouvelle période puisque les choses ont l'air maintenant un tout petit peu de se cristalliser, hors surprise politique. À voir avec tout ce qui se passe. Mais on peut se dire qu'il n'y a que du bon pour le futur. Et avec des nouveaux modèles comme le tien qui sont en train de se créer, je pense que c'est le cas pour ce que tu as fait mais dans la PropTech, mais on voit de plus en plus de modèles, je dirais, similaires ou alternatifs, du moins dans d'autres verticales qui sont pour moi essentiels au fur et à mesure. On a fini, Mathias. Je voulais te remercier une nouvelle fois. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour clôturer cette session et peut-être pour partager une nouvelle fois ta vision, ta solution, ton projet à l'ensemble de l'audience. Non, mais je crois que j'espère que ça a été assez clair. On est des investisseurs immobiliers qui adressons des stratégies innovantes sur des rendements value add, des rendements plus élevés que les classes traditionnelles d'actifs. On travaille en forte proximité avec les VC parce qu'on a besoin de leur start-up pour, un, être nos partenaires opérateurs et deux, nous apporter les technologies qu'on va faire travailler sur nos immeubles, être leur première référence pour rendre nos immeubles beaucoup plus efficients. Et maintenant, on est présent à Paris et à Londres. Donc, on est très ouvert pour parler des modèles innovants, de ce que veulent faire les corporates dans ce domaine, de ce qu'ils ont appris de cette première période PropTech. Et j'en profite pour te remercier aussi, parce qu'on a toujours des bonnes collaborations ensemble, des bons échanges. Donc, félicitations aussi et bonne chance pour toutes tes levées. Merci beaucoup, Mathias. Merci beaucoup. Et pour la petite métaphore, pendant que tu parlais, je me disais que pour clôturer cette session, tout ce que tu m'as dit et je dirais ta proposition de valeur s'apparente beaucoup, je fais une métaphore au nom de ton fond, mais tu pars d'une boulette de papier que tu essayes de relisser et avec ton crayon, tu essayes de remodéliser le tout pour mieux la maximiser. C'est beau. Mais c'est exactement l'idée. Avec notre crayon, on essaie de dessiner l'immobilier de demain. Et c'est comme ça qu'on est parti de là. Mon associé a posé une feuille et a posé 2 stylos, 2 crayons en l'occurrence. Et j'ai trouvé ça assez élégant de dire tiens, il y a un crayon pour toi parce qu'on va concevoir ce truc ensemble. Et c'est comme ça que le nom nous est venu de manière assez basique. Mais l'idée, c'est bien de dessiner l'immobilier de demain. Et avec des crayons de couleur, comme tu le disais, j'espère que ça ne s'arrêtera pas aux couleurs primaires, mais que tu iras à travers toute la palette. On va faire l'arc-en-ciel. Super, Mathias. Merci pour tout et j'espère que tu vas profiter quand même du salon, bien que tu es bien occupé avec tous ces aspects légaux. Avec plaisir. On est des anciens du salon, donc on va en profiter un petit peu quand même. Ça, c'est sûr. Des murs. On connaît bien. Allez, à bientôt, Merci Mathias. Thomas. Merci beaucoup.